Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Nous parlerons aujourd'hui du mythe d'Europe et de sa permanence dans notre culture, en compagnie de Claude Olivieri, consultant international et spécialiste des relations culturelles internationales et du multilinguisme. Bonjour Monsieur Olivieri. Bonjour. Contente de vous retrouver. Merci. Alors, le mythe d'Europe est omniprésent dans notre culture, on le connaît quasiment tous. Il est encore présent sur les pièces de 2 € grecques. Il y a également une statue devant le bâtiment où siège le Conseil des ministres à Bruxelles. Est-ce que vous pouvez nous raconter dans un premier temps ce mythe ? Oui, bien entendu, c'est un mythe qui est relativement bien connu et parfois un petit peu considéré à la légère. Objectivement, ce n'est pas un des plus grands mythes de la mythologie européenne, mais c'est une mythe qui nous intéresse, nous, directement en tant qu'Européens. Alors, racontons l'histoire dans sa version standard, étant entendu qu'il y a eu pas mal de variantes et, comme vous le rappelez, beaucoup d'illustrations iconographiques, d'ailleurs qui étaient curieusement assez groupées sur une certaine période. La période de la Renaissance, un peu au XVIIIe siècle, avec des tableaux un peu d'inspiration Watteau, comme ça. Et puis au XXe siècle, où ce mythe réapparaît avec une certaine permanence. Alors, racontons-le un peu comme une belle histoire, ce qu'il est. Il était une fois une belle princesse qui vivait dans un royaume très confortable. Cette princesse s'appelait Europe, bien vous l'avez deviné, et elle était la fille du roi Agénor, qui régnait sur la ville de Tyr, qu'il faut situer sur la côte libanaise actuelle, donc en pleine Méditerranée. Le conte nous signale que cette princesse avait l'habitude d'aller se prélasser. On est en Méditerranée, au bord d'une plage ou dans des forêts environnantes, dans des clairières environnantes, avec ses suivantes, ses compagnes, ses amis. C'est ce qui se passait, comme d'habitude, et un beau jour, alors qu'elles étaient en train de discuter, de s'amuser dans l'herbe, à l'ombre d'une clairière, apparaît soudain un taureau. Un magnifique taureau d'une blancheur éclatante, très majestueux, très beau, qui, dans un premier temps, évidemment, effraie ces jeunes filles. Mais ce taureau s'allonge plus exactement sur l'herbe et n'a pas l'air farouche. Il a l'air si peu farouche que les jeunes filles viennent, s'amusent avec lui, lui passent des guirlandes autour des cornes, lui mettent des fleurs à différents endroits de son corps, et jusqu'au moment où Europe elle-même monte sur le dos du taureau. Et à ce moment-là, changement de décor, le taureau se lève, se précipite vers les flots, amenant Europe sur son dos. Europe s'accroche comme elle peut et le taureau donc fonce dans la mer et arrive tout droit sur la première terre qu'il rencontre, l'île de Crète. L'île de Crète que l'on connaît bien, qui est une des grandes îles méditerranéennes. Et arrivé dans l'île de Crète, eh bien le taureau reprend son apparence réelle, car sous ses traits de taureau, sous ses traits animaliers, se cachait Zeus, le roi des dieux, qui a l'habitude de se déguiser, de se travestir pour échapper à la surveillance de sa femme Héra, qui a quelques raisons d'être jalouse et de surveiller son divin époux. Enfin, toujours est-il qu'arrivé dans l'île de Crète, l'union est consommée à l'ombre encore d'une autre clairière, à l'ombre de Sol, dit la légende, et cette union sera féconde puisque en naîtront 3 fils, Minos, Sarpédon et Rhadamante. Donc des héros qui vont naître de cette union. Au bout d'un certain temps, l'histoire se termine. Zeus part vers d'autres aventures de nature diverse. Et comme il est bon prince, il marie Europe au roi de Crète, qui s'appelle Astérion, qui n'avait pas de descendance et qui est tout content d'adopter les enfants d'Europe et de Zeus. Alors, est-ce qu'on peut avoir une interprétation de ce mythe ? Comment peut-on l'interpréter ? Alors, c'est bien sûr comme tous les grands mythes fondateurs, on peut constater différentes choses. Premièrement, la violence fondatrice. Je renvoie aux ouvrages de René Girard pour ceux qui voudraient en savoir davantage. Violence fondatrice, brutalité,
bestialité, la forme du taureau, le désir érotique qui est très marqué. Donc tout cela, ça fait quelque chose d'assez négatif. Mais quand on regarde un peu les interprétations qui en sont données, déjà dans la littérature ancienne ou a fortiori dans l'iconographie, dans la peinture plus récente, on voit que certains insistent sur le côté victime d'Europe et d'autres voient les choses de manière un peu moins négative. Pense que Europe, c'est pas un péché de curiosité, mais elle était quand même tentée par cette aventure, et même on a un tableau du XVIIIe siècle qui nous montre carrément que lorsque le taureau se dirige dans les flots, il est accompagné des compagnes d'Europe qui dansent, qui chantent autour. Donc ça devient davantage un cortège nuptial qu'un rapt qui pourrait être suivi d'un viol. Deuxième ingrédient de ce mythe, on est dans une île, une terre entourée d'eau. Là, on n'est plus dans la violence, on est dans la sérénité. Un liquide amniotique, le ventre maternel, qui va justement signaler la fécondité et la fertilité, puisque, comme je le disais, ça donne naissance à des héros qui sont quand même des personnages importants, surtout Minos, dans la mythologie. Dans la mythologie qui suit. Merci, nous vous retrouvons après la pub. À 13h15 sur RCF, vous avez rendez-vous avec l'histoire. Véronique Alzieux et ses invités vous invitent à revivre une année, un événement, qu'il soit religieux ou historique, sous forme de feuilleton quotidien, créant ainsi une série pleine de rebondissements. La suite de l'histoire, du lundi au vendredi à 13h15. RCF, votre radio chrétienne généraliste grand public de proximité. RCF. Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Nous parlons aujourd'hui du mythe d'Europe et de sa continuité dans notre culture européenne, avec Monsieur Olivieri. Alors, Monsieur Olivieri, vous avez raconté l'histoire du mythe, vous nous avez parlé de son interprétation. Est-ce que vous pouvez revenir peut-être, Europe, c'est aussi un continent, il y a une étymologie derrière ce mot. Oui, alors arrêtons-nous, si vous voulez, un tout petit instant sur le nom même d'Europe, qui a ensuite effectivement donné son nom à un continent, ce qui a commencé à surprendre même Hérodote chez les anciens, se demander pourquoi on avait donné le nom d'Europe à ce continent sur lequel elle n'avait pas beaucoup mis les pieds, elle qui était d'origine asiatique, puisque originaire de Tyr. Alors, le nom d'Europe, on peut le rapprocher, et là je crois qu'on a quand même deux sources un peu convergentes. Vous avez une étymologie d'ordre grec, europée en grec, eurus, l'adjectif qui veut dire vaste, lointain, ample, et ops qu'on retrouve dans optique, qui veut dire le regard, l'œil, le regard. Donc ça serait la princesse au regard, au vaste regard, celle qui regarde au loin. Première hypothèse, gardons-la de côté. Mettons-la de côté. Deuxième source d'étymologie, racine d'ordre sémitique. Après tout, l'histoire prend naissance en Phénicie et on retrouve cette racine érèbe dans un certain nombre de mots qu'on va retrouver par exemple quand on parle au Portugal de la province de l'Algarve, rapprochée de Algarve ou Maghreb en arabe, c'est-à-dire on retrouve cette racine érèbe qui signifie le couchant. Donc finalement, c'est un regard lointain qui se porte vers l'Occident, vers le couchant. D'accord. Voilà. Donc on a une indication d'ordre géographique déjà pour répondre à votre question. Et si on laisse de côté l'étymologie, pour aller du côté de la géographie pure, imaginons une carte. On voit le Liban, la Phénicie, on trace une ligne pratiquement droite et on arrive en Crète. On fait 1000 km, on arrive en Crète. Vous situez en Crète, vous tracez une perpendiculaire, vous remontez vers la Grèce, vous prenez à peu près 1000 km et vous êtes dans le mont Olympe. D'accord. La Crète, c'est le carrefour, cette île méditerranéenne, au centre un peu de ce monde aux frontières incertaines, encore d'une Grèce qui se cherche. C'est un peu donc le point d'intersection, en quelque sorte, d'un axe
nord-ouest, et on retrouve l'étymologie Nord-sud. du couchant, et puis nord-sud, dans la lignée évidemment divine de Zeus. J'ajoute aussi un petit point qui explique pourquoi la Grèce. L'origine de Zeus, c'est le fils de Rhea et de Cronos. Cronos qui avait la mauvaise habitude de manger ses enfants au fur et à mesure de leur naissance pour éviter d'être supplanté un jour par eux. Et Rhea, qui en avait un peu assez de voir ses enfants dévorés, a substitué Zeus et l'a caché au sein du mont Ida, en plein centre de la Crète. Donc c'est le lieu d'origine du héros qui va devenir un lieu. Donc on passe d'une histoire à l'autre, c'est un peu ça aussi que l'on retrouve dans la mythologie. Et est-ce que cette histoire, ce mythe a une suite? Qu'est-ce qui s'est passé après qu'Europe soit arrivée en Crète? Elle a épousé donc le roi. Oui, vous avez raison, c'est la deuxième partie de l'histoire que l'on raconte moins souvent. Mais enfin, elle est relativement simple. On a laissé donc les jeunes filles sur le rivage, qui ont vu la princesse partie comme ça au dos d'un taureau dans une aventure redoutable et incertaine. Et elles rentrent au palais royal affolées, en pleurs, en larmes. Elles expliquent au roi ce qui s'est passé. Le roi est à la fois furieux et fort chagriné. Et il convoque ses fils, car Europe avait des frères, le plus célèbre d'entre eux étant Cadmos, et le roi ordonne à ses fils d'aller chercher leur sœur à travers tous les continents possibles. Et c'est ainsi, alors ils vont comme ça d'un continent en continent. Ça ne débouche pas sur grand-chose, on s'en doute. Ils vont d'aventure en aventure. Cadmos, le plus vaillant d'entre eux, s'arrête de temps en temps, et quand il s'arrête pour se reposer un peu dans cette quête, il fonde des villes, il établit des cultes. C'est comme ça que la ville de Thèbes doit sa naissance et raccrochée ainsi à ce mythe d'Europe. Alors, moi je voudrais voir là avec un petit peu d'optimisme, une conclusion qui s'impose, c'est que on voit que la recherche de l'Europe est toujours féconde, et finalement, chercher Europe, c'est déjà un peu la construire. Donc nous, on est dans cette optique aussi de continuer à construire cette Union européenne. Oui, c'est sûr que l'Europe n'est jamais une construction achevée, c'est un travail en cours, a work in progress, comme on dirait dans une autre langue, mais c'est effectivement de cet effort et de ce sentiment d'appartenance à une même entité et identité européenne que l'on peut effectivement consolider les valeurs sur lesquelles s'est fondée cette civilisation que nous devons en grande partie aux Grecs, donc à Europe. Donc nous devons continuer à s'inspirer peut-être de ce mythe pour continuer à rechercher nos racines, à rechercher et à construire cette Europe tous ensemble avec les peuples qui la constituent à l'heure actuelle. Je ne saurais pas mieux dire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Olivieri. C'était Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Centre d'information Europe Direct. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver et retrouver nos émissions en podcast sur le site de RCF Touraine ou encore sur notre site internet www.maisoneuropetour.fr. À bientôt. Merci.